Le retour de Périscope avec une nouvelle tête dans le panorama du monde économique et social que j'explore chaque jour. C'est Laurent Escure, nouveau secrétaire général de l'UNSA. Les autonomes, c'est le petit syndicat qui monte. Hein. Je vois les élections à la SNCF ou dans le secteur privé. Vous êtes un peu partout. Vous êtes un syndicat réformiste. Je ne crois pas beaucoup me tromper quand je dis ça. Hein, c'est ça, bonjour, d'accord. Bonjour Pascal Perry. Mais vous, on ne vous connaît pas, Laurent Escure. Qu'est-ce que vous avez fait avant de faire du syndicalisme? Alors, j'étais enseignant. Puis après, j'ai entamé un parcours militant progressivement qui m'a conduit à m'intéresser aux grandes questions sociales et à élargir mes horizons pour défendre l'ensemble des salariés, qu'ils soient du public et du privé. D'accord. Instituteur, c'est ça? C'est ça, exactement. Instituteur, donc vous avez élevé les jeunes pousses. Ouais. On a essayé, pas toujours avec succès. Comme vous l'avez dit dans la première partie de l'émission, on a un vrai sujet d'efficacité de notre système éducatif, mais ça tombe bien parce que mon engagement à l'UNSA tient aussi à ça, parce que nos syndicats de ce secteur sont très allants pour essayer d'améliorer les choses et sortir d'un système scolaire qui aujourd'hui laisse trop de jeunes sur le côté. Je voudrais qu'on revienne d'ailleurs aux infographies qu'on a vues tout à l'heure, parce que ça me paraît essentiel. Je pense sincèrement que c'est le débat du 21e siècle. Pourquoi? Parce que la société, elle change, les modèles économiques changent, on doit affronter la transition énergétique, il faut des compétences. Des compétences, c'est des savoirs. C'est une somme de connaissances. On rentre dans le digital. Là aussi, on ne rentre pas dans le digital en tapotant sur un ordinateur. C'est aussi des compétences. Enfin, ce sont de vraies sciences. C'est des sciences complètes dans lesquelles il faut rentrer par l'apprentissage. Et ce que nous dit le Conseil national de la productivité, je suis très content de pouvoir échanger avec un enseignant, c'est insuffisance des compétences de la population. Puis vous voyez juste en dessous, niveau en maths et en langues étrangères, qui est mauvais pour ne pas dire médiocre. Ensuite, c'est la vie professionnelle. C'est vrai qu'il y a parfois des phénomènes de déqualification au cours de la vie active. C'est-à-dire qu'on a commencé, on était bien formé, et puis parce que la formation ne marche pas bien, parce qu'elle n'est pas accessible, parce qu'elle n'est pas disponible, on se déqualifie. On se déqualifie parce qu'on ne se met pas à jour, tout simplement. Hein. Et puis le dernier élément, c'était le manque de formation continue, c'est l'un expliquant l'autre. Quel est votre point de vue ? Alors, sur la productivité, vous l'avez dit, hein, c'est le ratio travail-capital dans la production. C'est la quantité de travail capital qu'il faut investir pour obtenir une production Avant donnée. de répondre directement à vos questions, je voudrais dire qu'il y a aussi la productivité du capital, c'est-à-dire les choix d'investissement qu'on fait. Alors, parfois, on se trompe. Et parfois les patrons se trompent. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme en clin d'œil, plutôt que d'agiter les vieilles lunes de la quantité de travail que devraient fournir les salariés, je pense que le MEDEF devait regarder et qu'on évalue aussi la productivité de l'argent public qui tombe dans l'escarcelle des entreprises. Je crois que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a chiffré ça à 140 milliards. Ouais. Donc ça fait quand même des belles sommes qui sont utiles parfois pour accompagner des transitions, sauver des emplois, sauver des secteurs industriels ou des secteurs économiques. Mais je pense qu'il faut aussi regarder cette productivité-là, c'est-à-dire la productivité de l'argent public qui vient en appui du capital dans les entreprises. Bon, ça c'est pour l'avoir... C'est pour remettre l'église au milieu du village, pour le dire simplement. Mais après, dans le rapport du Conseil national de la productivité, ce qui est très frappant, c'est qu'on a 36% des salariés qui ne sont pas qualifiés pour l'emploi qu'ils occupent et 25% qui sont sous-qualifiés. Et vous vous rendez compte des conséquences terribles que ça peut avoir sur la qualité du boulot et même sur la qualité de leur vie. C'est terrible, c'est pour ça qu'il faut des investissements très lourds en termes de formation initiale. Il faut y compris que les acteurs de l'éducation balayent devant leurs portes, essayent de se donner avec l'ensemble de la nation une obligation de résultat pour que chaque jeune sorte du système. Oh là, vous prononcez le terme qui fâche. Non, à l'UNSA, obligation de résultat. Non, mais vous, à l'UNSA, vous dites ça à Madame Groison, par exemple, elle va vous dire, ben non, mais il manque des moyens. Oui, sans doute, mais quand on regarde les moyens de l'éducation, et je plaide pour qu'il y en ait plus, évidemment, et qu'il y ait des investissements lourds qui soient faits sur l'éducation, mais on voit bien que depuis 20 ans, il y a un système éducatif qui est en panne. On laisse 150 000 jeunes sortir avec peu de qualification de l'école ou pas de qualification. Et donc, il faut se poser la question de comment l'institution, pas seulement les enseignants ou pas seulement les personnels, comment l'institution se donne les moyens d'avoir une obligation de résultat pour que tous soient qualifiés, à la fois pour exercer leur citoyenneté et pour vivre leur parcours professionnel. Mais je le dis et je le répète parce que je pense qu'il faut, dans le débat est parfois un peu diffus, il y a beaucoup de polémiques et on oublie les choses essentielles, les choses centrales. Au XXIe siècle, on ne trouvera pas de boulot si on n'est pas qualifié. Il faut dire les choses simplement. Il faut dire les choses comme ça, y compris aux jeunes qui nous écoutent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ingénieur. Ça ne veut pas dire que toute la société doit être ingénieur ou énarque. Il va y avoir des qualifications. Il va y avoir des besoins de qualification monstrueux, à la fois en formation initiale et en formation continue professionnelle.
La transition écologique, on n'a pas le choix, on est dedans. La transition technologique, elle est encore plus redoutable. Ouais. Alors, elle peut apporter du bien-être. Je parle par exemple au métier de la manutention. On va voir se développer dans les 10 ou 15 prochaines années des aides à la manutention, des exosquelettes. Ouais. Il faudra avoir des compétences pour piloter ce type d'aides qui permettront peut-être de limiter la souffrance au travail. L'exosquelette, il faut expliquer, c'est une machine qui ressemble à un homme qui prend des poids, un peu comme dans la science-fiction. Ouais. C'est d'abord l'armée qui a développé ce type de c'est un attribut humain. On va dire que c'est un attribut au service de l'humanité. C'est une extension d'homme qui peut l'aider à être plus productif, mais surtout qui peut le soulager par rapport à des métiers pénibles, qui peut augmenter la productivité, mais qui nécessite des compétences différentes de son usage quand on ne l'a pas. J'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans un secteur qui est celui du bâtiment, des machines qui sont capables de vous aligner aujourd'hui un mur en parpaing, extrêmement droit. Alors, évidemment, ils ne savent pas faire les coins encore, mais vous imaginez le changement de nature des métiers de la maçonnerie, du bâtiment, quand on sera parvenu à maîtriser ces technologies. On va avoir des centaines de milliers d'emplois supprimés d'un côté et des centaines de milliers d'emplois, peut-être même encore plus, créés de l'autre pour assumer ces deux transitions. Et ces besoins de reconversion vont être monstrueux. Quand on fermera des usines de boîtes de vitesse mécanique pour ouvrir des usines de boîtes de vitesse électriques, enfin automatiques, donc pour ce type de véhicules, les compétences ne sont pas les mêmes. Alors. Donc on a un vrai sujet là-dessus qu'il faut prendre en compte parce que ça demandera des investissements lourds et des accompagnements. Et un mot sur l'industrie du service, puisque ça a été évoqué dans la première partie de l'émission. On peut penser que c'est les services à la personne qui sont peu qualifiés aujourd'hui, qui sont peu reconnus en termes de salaire, sont pourtant des métiers qui vont devenir de plus en plus précieux et qui vont là aussi avoir besoin de compétences beaucoup plus importantes que ce qu'on avait dans le passé. Dans le domaine du droit, de la médecine, de la logistique, de la psychologie, de l'accompagnement. Un spectre extrêmement large de compétences. Puis deuxième élément de le rapport du Conseil national de productivité, c'est, je l'évoquais tout à l'heure avec Madame Carlac, la faiblesse du management. C'est vrai qu'on a parfois quand même en France, encore dans les entreprises. Alors c'est difficile, vous voyez, c'est comme quand on parle de la situation des retraités. Vous en avez qui sont très confortables, d'autres qui sont en difficulté. C'est compliqué de faire des moyennes. Mais il y a des boîtes dans lesquelles la gouvernance est très bien assurée. Et c'est vrai que je crois que les patrons aujourd'hui ont compris que la carotte est plus efficace que le bâton. Mais il y a encore beaucoup de boîtes en France où on joue du bâton. Il y a des changements profonds, culturels à œuvrer parce que la productivité se joue aussi sur le bien-être des salariés. S'ils sont motivés, s'ils se sentent à l'aise au boulot, ils seront évidemment plus productifs. Mais on a un modèle qui est collé sur la première révolution industrielle où on avait aligné des gens dans un peu comme dans des classes, avec non pas un maître mais un contremaître, avec le travail posté. Voilà, un management très directif et très descendant. C'était militaire. Vous étiez en poste, il y avait une chaîne de production. Si l'un était défaillant, la chaîne s'arrêtait, donc vous aviez des chiens de garde derrière. Et là, on voit bien que dans les collectifs de travail, au contraire, où on prend en compte le bien-être, la préoccupation des salariés, y compris leur moment un peu de faiblesse dans leur parcours de vie, ces collectifs de travail-là sont plus productifs. Donc il y a une vraie révolution culturelle à faire là-dessus. Bon, je voudrais qu'on parle aussi du pouvoir d'achat, puisque selon l'OFCE, le pouvoir d'achat des Français va augmenter de 850 € en moyenne cette année, entre les primes défiscalisées, les heures sub désocialisées, défiscalisées, les primes versées par les entreprises. La situation s'améliore pour ceux qui bénéficient de ces mesures. Maud Gatineau a rencontré dans une entreprise industrielle des salariés plutôt satisfaits. C'est un ressenti général, un vent d'optimisme qui souffle dans les allées de ce constructeur automobile. Alors voilà, tu choisis cette référence-là, d'accord ? Romuald est chef d'équipe. Il y a quelques mois encore, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai environ 10% de mon salaire que j'arrive à mettre de côté par mois. Donc ça permet aussi d'aller au restaurant plus souvent. Si on a besoin d'avoir un appareil électronique, de changer, c'est l'occasion aussi. Enfin, ça permet beaucoup de flexibilité, quoi. Comme lui, tous les salariés de l'usine qui gagnent moins de 2 fois le SMIC viennent de recevoir une prime de 500 €. Mais plus généralement, avec la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la baisse des cotisations sociales, les salaires sont plus élevés. Aïka, opérateur senior ici, en a profité pour s'offrir enfin un billet d'avion. Ça fait 3 ans que je n'étais pas parti en vacances. Là, je vais partir en vacances en Guadeloupe, rejoindre ma famille, donc ça fait plaisir.
c'est des situations qui montrent que ça va mieux. Difficile, entre toutes les mesures, de savoir combien concrètement chacun d'entre nous gagnera en plus. Mais en moyenne, le pouvoir d'achat des Français devrait grimper de 850 € cette année. Bien, Monsieur Escure, je sais qu'il y a des gens qui se plaisent à décrire la France comme un enfer social. Enfin, dans cet enfer social, il y a quand même des gens qui, finalement, apprécient les petits coups de pouce en termes de pouvoir d'achat. Je listais tout à l'heure les mesures Macron, celles de décembre et celles de présumées prises cette semaine, qui seront annoncées vraisemblablement assez rapidement. Ça fait 18 milliards d'euros. C'est pas si mal, non ? Alors, nous, on appelle un virage social et démocratique pour la deuxième partie du quinquennat. Donc tout ce qui sera et qui ira dans le bon sens pour le pouvoir d'achat des travailleurs sera bienvenu. Bon. Mais on n'oublie pas les parties du salariat qui sont aujourd'hui soit éloignées de l'emploi, soit dans des situations de grande précarité. Il y a aussi des travailleurs qui sont des travailleurs pauvres. Oui. Il n'y a pas que des entreprises exemplaires comme celle-là où on a des salariés heureux. On a aussi parfois des écarts de salaire où la modération salariale est quand même la règle dans le monde du travail. Donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités là-dessus. Et plus que les primes désocialisées, défiscalisées, parce que, notamment pour la désocialisation, c'est aussi du manque à gagner pour les caisses de solidarité qu'on veut se payer. Retraite, maladie, notamment, politique familiale. Notamment. Mais c'est bien de donner un petit coup de, un coup de pouce à la consommation, d'abord, parce que en France, le marché intérieur, c'est l'élément central, c'est 60% de la croissance. Bien sûr, on a trop souffert de la politique de l'offre. Hein, vous avez vu le reportage, qui était dans des politiques d'austérité qui bridaient y compris la croissance. Donc tout ce qui ira dans le sens de coups de pouce pour le pouvoir d'achat sera salué par l'UNSA. Mais on veut regarder aussi les diversités et les disparités entre les entreprises et les catégories professionnelles. Le retour des syndicats, pour terminer. J'ai compris qu'une des étapes prochaines de l'agenda, c'était de réunir autour de la table, enfin, j'allais dire, les syndicats, les associations, la société civile. Je ne sais pas comment ces représentants seront d'ailleurs désignés. Vous êtes candidat au retour à la négociation ? À la discussion plutôt qu'à la négo. Ça fait 2 ans qu'on le demande. C'est-à-dire qu'on pense que gouverner seul, sans les partenaires sociaux, sans les grandes associations, sans parfois même les collectivités territoriales, je pense que ça a des limites. Mais l'esprit du président de la République a pivoté dans ce domaine Eh bien, je l'espère. En tout cas, nous, on essaye de convaincre, parce que c'est notre métier, de porter à la fois des colères, mais aussi de porter l'optimiste, d'être capable de transformer ça en quelque chose de positif. On espère le convaincre qu'en effet, les partenaires sociaux seront utiles pour faire toutes ces transitions dont le pays a besoin, à la fois pour être performant de manière économique, mais également pour être une zone d'excellence sociale, environnementale, démocratique. On a cette année plutôt une bonne année économique et sociale qui s'annonce. Ce sera peut-être plus compliqué en 2020, quoique le pire n'est jamais tout à fait sûr. On a des plans qui vont probablement produire des effets, l'apprentissage, la formation, etc. On est quand même dans un pays, globalement, où la situation progresse favorablement, vous ne croyez pas ? Il y a des indicateurs qui semblent être positifs. Enfin, je serais tenté de dire, parce que depuis 2008, quand même, ça fait long, la période de crise. Donc, tant mieux pour l'économie et pour les salariés. Mais sans doute, il faut aller plus loin et retrouver le dialogue, parce que les salariés ont des choses à dire et leurs représentants aussi. Merci, Monsieur Escure. Merci, prof. Je peux me permettre ce petit clin d'œil. Voilà, Laurent Escure, nouveau secrétaire général de l'UNSA et ancien instituteur.